J'étais en retard pour une importante réunion de travail, j'ai donc appelé mes parents pour qu'ils récupèrent ma fille de 7 ans à l'école, mais ils ont dit qu'ils étaient trop occupés avec les enfants de ma sœur, alors ils ont envoyé mon oncle à la place, sans m'avertir au préalable. Après être finalement rentré chez moi, épuisé de ma journée, dès que j'ai vu ma fille assise tranquillement dans le coin, elle avait l'air extrêmement pâle et renfermée. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qui s'était passé pendant le trajet du retour, mais elle n'a pas répondu ni même levé les yeux vers moi, alors j'ai immédiatement appelé la police, et ce qu'ils m'ont dit m'a complètement laissé sans voix. Je n'aurais jamais pensé que j'écrirais cette histoire, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de la raconter. Cela s'est passé il y a 18 mois, et j'en subis encore les conséquences. Certains détails ont été modifiés pour des raisons de confidentialité, mais les événements principaux se sont déroulés exactement comme ils se sont produits. Je m'appelle Claire Whitman, j'ai 34 ans, et je suis une mère célibataire d'une magnifique fille de 7 ans, Ruby. Son père, Nolan, nous a abandonnés quand elle avait 2 ans, disparaissant complètement et évitant de payer une pension alimentaire en travaillant au noir et en déménageant fréquemment. Je travaille comme chef de projet senior pour une entreprise technologique de taille moyenne, et bien que le travail soit exigeant, il nous permet de vivre confortablement dans notre appartement de 2 chambres dans notre ville de taille moyenne. Le jour où tout a commencé était un mardi d'octobre. J'avais ce qui était sans doute la réunion la plus importante de ma carrière prévue pour 15 heures. Notre entreprise soumissionnait pour un contrat massif avec un client Fortune 500, et je dirigeais l'équipe de présentation. Ce contrat aurait pu signifier une promotion, une augmentation de salaire importante et enfin une sécurité financière pour Ruby et moi. Mais comme la loi de Murphy le dicte, tout ce qui pouvait mal se passer s'est mal passé ce jour-là. Tout d'abord, mon ordinateur portable a planté pendant ma préparation matinale, ce qui m'a obligé à reconstruire toute ma présentation sur un ordinateur emprunté. Ensuite, notre principal contact client a appelé pour avancer la réunion d'1 heure, ce qui m'a donné encore moins de temps pour me préparer. À 13h30, j'étais submergé de travail et j'ai réalisé que je n'arriverais jamais à l'école de Ruby avant 14h45 pour la récupérer. J'ai appelé mes parents, Tom et Denise, qui habitent à environ 20 minutes. Ils avaient déjà aidé avec Ruby, et je me suis dit que ce ne serait pas différent. Maman, je suis en pleine crise ici, ai-je dit quand elle a répondu. Peux-tu récupérer Ruby à l'école aujourd'hui? J'ai cette énorme réunion qui a été avancée. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolé, a interrompu maman. Ta sœur Allison a déposé les jumeaux ce matin pour un rendez-vous d'urgence chez le dentiste, et ils sont absolument insupportables aujourd'hui. Je ne pense pas pouvoir gérer Ruby aussi. Mon cœur s'est serré. Les enfants d'Allison, les jumeaux de 5 ans Mason et Madison, étaient connus pour être difficiles. Allison les avait eus sur le tard, à 38 ans, et avait toujours été plus une amie qu'une mère pour eux. Ils étaient gâtés, exigeants et, honnêtement, épuisants à côtoyer. Et papa, ai-je demandé désespérément. Il m'aide avec les jumeaux. Mason a vomi sur tout le tapis du salon, et Madison n'arrête pas de crier. C'est le chaos ici, Claire. J'ai senti les larmes de frustration monter. Maman, cette réunion pourrait tout changer pour Ruby et moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Il y a eu une longue pause, puis elle a dit, eh bien, ton oncle Rick est ici pour aider à réparer notre broyeur d'ordures, peut-être qu'il pourrait passer à l'école. Oncle Rick, le frère cadet de mon père, 52 ans, divorcé, sans enfant. Il avait toujours été le marginal de la famille, celui qui faisait des blagues déplacées lors des réunions de famille et qui se tenait un peu trop près lorsqu'il vous parlait. Mais j'étais désespéré, et c'était de la famille. Es-tu sûr que ça ne le dérangerait pas, ai-je demandé. Laisse-moi lui demander. J'ai entendu des conversations étouffées, puis maman est revenue. Il dit, pas de problème. Il sait quelle école, n'est-ce pas? Lincoln Elementary, oui, mais maman, assure-toi de lui dire de l'emmener directement à la maison. Je devrais être de retour au plus tard à 17h30. Bien sûr, ma chérie, ne t'inquiète de rien, concentre-toi sur ta réunion. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. J'aurais dû me déclarer malade, manquer la réunion, récupérer ma fille moi-même, mais je ne l'ai pas fait. J'étais tellement concentré sur le fait de subvenir à nos besoins futurs que j'ai ignoré le sentiment persistant au fond de moi. La réunion s'est mieux déroulée que je n'aurais osé l'espérer. Nous avons cloué la présentation, le client a adoré notre proposition, et mon patron m'a mise à l'écart après pour me laisser entendre la promotion pour laquelle je travaillais. J'avais l'impression de marcher sur des nuages en rentrant chez moi, planifiant déjà comment je fêterais ça avec Ruby.
Je me suis garé dans le parking de notre immeuble à 17h45, 15 minutes plus tard que je ne l'avais promis, mais c'était raisonnable, compte tenu des circonstances. Je suis monté les escaliers jusqu'à notre appartement du 2e étage, clé en main, m'attendant à trouver Ruby en train de regarder des dessins animés ou de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Au lieu de cela, je l'ai trouvée assise dans le coin de notre salon, les genoux repliés contre sa poitrine, fixant le mur. Elle portait toujours ses vêtements d'école, mais quelque chose n'allait pas. Son énergie habituellement vive avait complètement disparu. « Ruby, bébé, je suis rentré », ai-je crié joyeusement, en posant mon sac de travail. Elle n'a pas répondu, ne s'est même pas tournée pour me regarder. Je me suis approché et me suis agenouillé à côté d'elle. « Ma chérie, ça va ?» C'est alors que je l'ai vraiment regardée. Le visage de Ruby était pâle, presque gris, et ses yeux avaient un regard vide et distant que je n'avais jamais vu auparavant. Ses cheveux étaient ébouriffés, et il y avait ce qui ressemblait à des marques de doigts sur son bras supérieur. « Ruby, qu'est-ce qui s'est passé? Où est oncle Rick ?» Elle a sursauté quand j'ai prononcé son nom, se blottissant davantage dans le coin. Mon cœur a commencé à battre la chamade. « Bébé, est-ce que oncle Rick t'a fait du mal? » Rien, rien. Elle ne voulait pas me regarder, ne voulait pas parler, restait assise là à trembler légèrement. J'ai tout essayé. Je me suis assise avec elle, je lui ai parlé doucement, je lui ai proposé ses collations préférées, j'ai mis son film préféré et rien n'a fonctionné. Ruby, qui était normalement bavarde et affectueuse, s'était complètement renfermée. Après une heure passée sans avancer, j'ai pris la décision qui a probablement sauvé la vie de ma fille. J'ai appelé le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai besoin de signaler des soupçons de maltraitance d'enfants. Ma fille a été récupérée à l'école par mon oncle, et quand je suis rentré à la maison, quelque chose lui est arrivé. Elle ne veut pas parler, elle a l'air traumatisée, et il y a des marques sur son bras. Le répartiteur était professionnel et calme. Madame, nous envoyons des agents et un conseiller en crise pour enfants formés à votre domicile. Veuillez ne pas essayer d'interroger votre fille davantage tant qu'ils ne sont pas arrivés. Parfois, des parents bien intentionnés peuvent par inadvertance entraver la capacité d'un enfant à divulguer des abus. Les 2 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. 2 policiers sont arrivés en premier, suivis de la détective Maria Rodriguez et d'une conseillère pour enfants nommée Janet. Ils étaient gentils mais complets, séparant Ruby et moi afin qu'elle puisse parler en privé avec la conseillère pendant que la détective Rodriguez m'interrogeait. Je leur ai tout raconté sur l'arrangement de la récupération, sur l'oncle Rick, sur l'état de Ruby quand je l'ai trouvé. La détective Rodriguez a pris des notes attentives et a posé des questions approfondies sur les antécédents de Rick, sa relation avec la famille, les inquiétudes précédentes. Votre fille a-t-elle déjà montré des signes de traumatisme ou des changements de comportement après avoir passé du temps avec votre oncle auparavant, a-t-elle demandé. Non, mais honnêtement, Ruby passait rarement du temps seul avec lui. Il n'est généralement présent que lors des réunions de famille. Après ce qui a semblé une éternité, la conseillère est sortie de la chambre de Ruby avec une expression sombre. Madame Whitman, j'ai besoin de vous parler en privé, a dit Janet, me conduisant à la cuisine. Votre fille a révélé qu'au cours du trajet en voiture de l'école, votre oncle a fait plusieurs commentaires inappropriés sur son apparence et son développement. Il lui a dit qu'elle devenait une belle jeune femme et qu'il avait hâte de voir à quel point elle serait jolie quand elle serait plus âgée. Mon estomac s'est tordu, mais Janet a continué. Il l'a également touchée de manière inappropriée pendant le trajet. Quand ils sont arrivés à votre appartement, il est entré et a continué les attouchements inappropriés. Il lui a dit que c'était leur secret spécial et que si elle en parlait à quelqu'un, quelque chose de mauvais vous arriverait. La pièce a commencé à tourner. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. Il a également pris des photos d'elle avec son téléphone, a poursuivi Janet doucement. Votre fille a été très courageuse de nous dire ce qui s'est passé, mais elle aura besoin de conseils professionnels pour surmonter ce traumatisme. La détective Rodriguez nous a rejointes. Madame Whitman, nous avons suffisamment d'éléments pour un mandat d'arrêt. Savez-vous où nous pouvons trouver votre oncle? Je leur ai donné l'adresse de Rick, l'adresse de mes parents, partout où je pouvais penser. Mes mains tremblaient tellement que j'avais à peine la force de tenir un stylo pour écrire les informations. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Eh bien, nous allons l'arrêter ce soir. Si possible, les photos sur son téléphone seront des preuves cruciales, ainsi que le témoignage de votre fille. C'est une affaire solide, Madame Whitman.
votre réaction rapide en nous appelant a probablement évité d'autres abus. Ils ont arrêté Rick à son appartement à 23h47 ce soir-là. Lorsqu'ils ont fouillé son téléphone, ils ont trouvé non seulement les photos de Ruby, mais aussi une vaste collection de pornographie infantile. Ce que nous pensions être un seul incident d'abus s'est avéré être la preuve d'un schéma beaucoup plus sombre. Mais le vrai choc est arrivé le lendemain matin lorsque ma mère a appelé. Claire, sifflait-elle dans le téléphone. Rick nous a appelés de la prison. Comment as-tu pu faire ça à notre famille? J'étais sans voix. Maman, il a fait du mal à Ruby. Il a pris des photos d'elle. La police a trouvé de la pornographie infantile sur son téléphone. C'est ridicule. Rick ne ferait pas de mal à une mouche. Ruby a probablement mal compris quelque chose d'innocent, et tu as tout pris hors de proportion. Mère, une conseillère pour enfants qualifiée l'a interviewée. Elle a décrit des choses qu'une enfant de 7 ans ne devrait pas savoir. Les enfants ont une imagination débordante, Claire. Tu l'as probablement laissé regarder des films inappropriés ou quelque chose du genre. Je lui ai raccroché au nez. 20 minutes plus tard, Allison a appelé. Claire, tu dois immédiatement abandonner ces accusations contre l'oncle Rick, a-t-elle exigé. Cela déchire la famille. Allison, il a agressé sexuellement ma fille. Selon un enfant qui est probablement confus et effrayé. Tu es hystérique. La police a trouvé de la pornographie infantile sur son téléphone, Allison. Des centaines d'images. Il y a eu une pause. Eh bien, cela ne signifie pas qu'il a fait du mal spécifiquement à Ruby. Tu es en train de détruire la vie d'un homme innocent à cause d'un malentendu. Je lui ai raccroché au nez aussi. Puis papa a appelé, puis ma tante Suzanne, puis mon cousin Mike. Un par un, tous les membres de ma famille ont appelé pour me faire pression afin que j'abandonne les accusations, que je pense à la famille, que je considère que Ruby a peut-être mal compris ce qui s'est passé. Aucun d'eux n'a demandé comment allait Ruby. Les semaines suivantes ont été un cauchemar de procédures judiciaires, de rendez-vous chez le thérapeute pour Ruby et d'isolement complet de ma famille. Ils s'étaient regroupés autour de Rick, me dépeignant comme une mère célibataire hystérique qui avait exagéré une situation innocente. Pendant ce temps, j'ai appris des détails plus troublants sur ce qui était arrivé à Ruby lors de ses séances de thérapie avec le docteur Claire Martinez, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Ruby a lentement révélé d'autres morceaux de cette horrible journée. Rick avait fait plusieurs arrêts lors de leur trajet de retour, dont un voyage dans un parc isolé où il l'avait fait sortir de la voiture pour prendre l'air. Au parc, il avait pris d'autres photos d'elle, l'avait fait poser de manière à la mettre mal à l'aise, et lui avait raconté des histoires élaborées sur le caractère spécial de leur relation. Il l'a convaincue que les autres ne comprendraient pas leur lien et que si elle parlait de leur temps passé ensemble, de mauvaises choses arriveraient, non seulement à elle, mais aussi à moi. Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, tu aurais des problèmes avec la police et tu devrais t'en aller, a chuchoté Ruby au docteur Martinez lors d'une séance, que j'étais autorisé à observer à travers un miroir sans teint. Il a dit que je devrais aller vivre avec des inconnus et ne plus jamais te voir. La manipulation était sophistiquée et calculée. Rick avait utilisé l'amour de Ruby pour moi comme une arme contre elle, assurant son silence par la peur plutôt que par la honte. Le docteur Martinez a expliqué que ce niveau de manipulation psychologique indiquait que Rick était probablement un prédateur expérimenté qui avait affiné ses techniques au fil du temps. Les séances de thérapie étaient déchirantes à voir. Ruby régressait parfois pendant les conversations difficiles, revenant à des comportements qu'elle avait dépassés il y a des années. Elle a commencé à faire des cauchemars, à mouiller son lit et à s'accrocher à moi chaque fois que nous étions en public. Des activités simples comme faire les courses devenaient des épreuves parce que Ruby paniquait si je la quittais des yeux ne serait-ce qu'un instant. Pendant ce temps, le harcèlement de ma famille s'est intensifié. Ils ont commencé à se présenter sur mon lieu de travail, à appeler mon patron pour se plaindre de mon instabilité mentale, et même à me suivre au rendez-vous de thérapie de Ruby pour essayer de m'affronter sur le parking. L'incident le plus grave s'est produit 3 semaines après l'arrestation de Rick. Je quittais le bureau du docteur Martinez avec Ruby lorsque mon père et Allison sont apparus sur le parking. Ils nous attendaient clairement. « Claire, ça suffit, » a dit mon père, bloquant notre chemin vers la voiture. « Tu dois réfléchir à ce que tu fais à cette famille. » Ruby s'est immédiatement cachée derrière moi, en tremblant. Voir son père et sa tante a clairement déclenché des souvenirs du traumatisme, et elle a commencé à pleurer silencieusement. « Regarde ce que tu lui as fait, » a dit Allison froidement. « Tu as traumatisé cet enfant avec toutes ces bêtises sur l'oncle Rick. »
Elle a peur parce que tu lui as bourré le crâne de mensonges. Restez loin de nous, ai-je dit, en essayant de manœuvrer Ruby vers notre voiture. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Nous en avons tous les droits, a répondu mon père. Ruby est notre petite fille, et nous ne te laisserons pas détruire son enfance avec ces histoires fabriquées. Le docteur Martinez a dû entendre l'agitation car elle est sortie de son bureau à ce moment-là. Excusez-moi, mais vous devez partir immédiatement, a-t-elle dit fermement. C'est une propriété privée, et vous mettez clairement ma patiente en détresse. Nous sommes de la famille, a protesté Allison. Nous avons le droit de voir Ruby. En fait, vous ne l'avez pas, a répondu le docteur Martinez. Et je vais appeler la sécurité si vous ne partez pas immédiatement. La confrontation s'est terminée lorsque mon père et Allison sont finalement partis, mais pas avant qu'Allison n'ait crié assez fort pour que les autres patients et parents entendent. Tout le monde doit savoir quel genre de menteuse tu es, Claire. Tu es en train de détruire la vie d'un homme innocent. Cette nuit-là, Ruby a fait son pire cauchemar. Elle s'est réveillée en hurlant à 2 heures du matin, convaincue que Rick était dans sa chambre. Il m'a fallu 2 heures pour la calmer, et elle a refusé de dormir dans son propre lit pendant la semaine suivante. J'ai réalisé que le harcèlement continu de ma famille ne me faisait pas seulement du mal, il entravait activement le rétablissement de Ruby. Chaque confrontation, chaque scène publique, chaque appel téléphonique en colère renforçait son traumatisme et lui donnait l'impression de ne pas être en sécurité dans le monde. Le pire, c'était les réseaux sociaux. Allison a publié une longue diatribe sur Facebook sur la façon dont je détruisais un homme innocent et sur la façon dont certaines personnes sont prêtes à tout pour attirer l'attention. Le post a reçu des dizaines de commentaires de soutien de la part de la famille élargie et d'amis de la famille, tous d'accord sur le fait que j'étais instable et vindicative. Mais la campagne sur les réseaux sociaux est allée plus loin que les simples posts sur Facebook. Les membres de la famille créaient de faux comptes pour me harceler sur Instagram et Twitter. Ils laissaient des avis négatifs sur la page Google de mon entreprise, affirmant que j'étais une employée inapte qui portait de fausses accusations contre des personnes. Ils ont même créé un groupe de discussion spécifiquement dédié à la coordination de leurs efforts pour me faire pression afin que j'abandonne les accusations. Je n'ai appris l'existence du groupe de discussion que parce que la femme de mon cousin Mike, Lisa, m'a contacté en privé. Lisa avait été ajoutée au chat, mais elle a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Elle a secrètement pris des captures d'écran de dizaines de messages et me les a envoyés. Les messages étaient vils. Les membres de la famille discutaient de stratégies pour me rendre la vie tellement misérable que je n'aurais d'autre choix que d'abandonner les accusations. Ils ont parlé d'appeler les services de protection de l'enfance pour me signaler comme une mère inapte. Ils ont discuté de la possibilité de contacter mon propriétaire pour essayer de me faire expulser. Ils ont même débattu de la question de savoir s'il fallait répandre des rumeurs selon lesquelles j'étais mentalement malade et potentiellement dangereuse. Claire est clairement en train de faire une sorte de crise, pouvait-on lire dans un message de ma tante Suzanne. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour protéger Rick de ses délires. Peut-être que si nous faisons assez de bruit, les gens se rendront compte qu'elle n'est pas assez stable pour élever Ruby seule, a ajouté mon cousin Mike. Le plus glaçant était un message d'Allison, j'ai fait des recherches sur le syndrome des faux souvenirs. Il existe des cas où des thérapeutes implantent de faux souvenirs chez les enfants. Nous pourrions faire valoir que la thérapeute de Ruby manipule son témoignage. Ils étaient en train de stratégiser activement pour discréditer non seulement moi, mais aussi le traumatisme de Ruby et l'expertise professionnelle de sa thérapeute. Ils étaient prêts à faire subir à une fillette de 7 ans des tortures psychologiques supplémentaires pour protéger leur précieux Rick. La révélation de Lisa a été un tournant pour moi. Jusque-là, j'avais fonctionné en partant du principe que ma famille était simplement dans le déni, qu'elle croyait sincèrement que Rick était innocent, et qu'elle essayait de protéger quelqu'un qu'elle pensait faussement accusé. Mais ces messages ont révélé la vérité, ils savaient que leur comportement était nuisible, ils savaient qu'ils rendaient le rétablissement de Ruby plus difficile, ils savaient qu'ils mettaient leur propre réputation et l'image de la famille avant le bien-être d'un enfant traumatisé, et ils s'en fichaient tout simplement. C'est alors que j'ai réalisé que tenter de maintenir une quelconque relation avec ces personnes n'était pas seulement futile, c'était dangereux pour la santé mentale de Ruby et pour notre sécurité. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas, la documentation. Dans le plan, vous voyez, je suis chef de projet, la documentation est littéralement mon travail. À partir du moment où j'ai appelé le 911, j'ai conservé des archives détaillées de tout, chaque appel téléphonique des membres de la famille, chaque message texte, chaque publication sur les réseaux sociaux. J'ai fait une capture d'écran de la diatribe d'Allison sur Facebook et de tous les commentaires. J'ai documenté plusieurs conversations téléphoniques avec des notes détaillées prises immédiatement après.
J'ai enregistré tous les messages vocaux. J'ai également commencé à documenter l'impact que le harcèlement avait sur le rétablissement de Ruby. J'ai tenu un journal quotidien, notant ses changements de comportement, ses troubles du sommeil et sa régression en thérapie. Le docteur Martinez m'a fourni des évaluations écrites détaillant comment l'ingérence continue de la famille entravait le processus de guérison de Ruby. Mais le véritable élément décisif est arrivé lorsque Lisa, la femme de Mike, m'a fourni ses captures d'écran du groupe de discussion familiale. Elle avait été horrifiée par ce dont elle avait été témoin et voulait aider à exposer la vérité sur leur campagne coordonnée contre Ruby et moi. Claire, m'a dit Lisa lors d'une rencontre secrète, tu dois savoir ce qu'ils disent vraiment de toi et de Ruby. Lisa m'a dit, lors d'une réunion secrète dans un café de l'autre bout de la ville, ce n'est pas juste du déni ou une loyauté familiale mal placée, ils essaient activement de détruire ta vie et la crédibilité de ta fille. Certaines des choses qu'ils ont suggérées, c'est répugnant. Lisa documentait le groupe de discussion depuis des semaines, prenant des captures d'écran des conversations les plus dommageables. Elle m'a montré des messages où Allison avait recherché des moyens de me faire déclarer inapte mentalement. Il y avait des discussions sur l'embauche d'un avocat pour contester ma garde de Ruby. Ils avaient même parlé de créer de fausses preuves pour étayer leurs affirmations selon lesquelles j'étais une mère indigne. Allison a découvert que Nolan travaillait dans la construction dans l'état voisin. Lisa a expliqué doucement, elle l'a retrouvé grâce à son frère et est en contact avec lui, essayant de le convaincre de demander la garde de Ruby. Elle lui a dit que tu étais mentalement instable et que tu inventais des allégations de maltraitance. Mon sang s'est glacé. Le père de Ruby, Nolan, nous avait abandonnés quand elle avait 2 ans. Il n'avait jamais versé de pension alimentaire, jamais rendu visite, jamais montré d'intérêt pour la vie de Ruby. L'idée qu'il puisse soudainement réapparaître et essayer de me l'enlever, surtout au milieu de ce traumatisme, était terrifiante. Il y a plus, a poursuivi Lisa. Ils font des recherches sur toi en ligne, essayant de trouver quoi que ce soit qu'ils puissent utiliser contre toi. Allison a découvert cette fois où tu as été traité pour une dépression postpartum après la naissance de Ruby, et elle dit aux gens que cela prouve que tu as des antécédents de maladie mentale. La violation de la vie privée était stupéfiante. Ils avaient fouillé dans mes antécédents médicaux, ma vie personnelle, mes difficultés passées en tant que nouvelle mère célibataire, tout cela pour me discréditer et protéger Rick. Mais Lisa m'avait donné quelque chose d'inestimable, la preuve de leurs véritables intentions. Il ne s'agissait pas d'une famille dans le déni, il s'agissait d'une attaque coordonnée visant à détruire ma crédibilité et, éventuellement, à m'enlever ma fille. Plus important encore, j'ai engagé un enquêteur privé, David Chen, un ancien détective de la police qui dirige maintenant sa propre entreprise d'investigation. David était spécialisé dans les enquêtes sur les antécédents et avait des relations dans l'ensemble des forces de l'ordre local. Je l'ai engagé en utilisant l'argent de mon fonds d'urgence, $3000 au total sur 6 mois. Il a enquêté non seulement sur les antécédents de Rick, mais a également documenté la campagne de harcèlement de ma famille et a recherché leurs antécédents personnels grâce aux archives publiques et à l'analyse des réseaux sociaux. Ce que David a découvert était explosif. Rick avait été renvoyé de 2 emplois précédents pour comportement inapproprié envers des employés. Une plainte avait été déposée contre lui à son église 3 ans plus tôt par une mère qui disait qu'il avait mis sa fille de 12 ans mal à l'aise, mais la direction de l'église avait géré cela en interne et discrètement. Le plus accablant de tous, David a découvert que Rick avait été arrêté 15 ans plus tôt pour exhibitionnisme dans une aire de jeu, mais les accusations avaient été abandonnées pour un motif technique. Mes parents étaient au courant de l'incident à l'église, Allison était au courant des licenciements. Ils savaient tous que Rick avait des problèmes avec les limites appropriées, en particulier avec les enfants et les jeunes femmes, mais ils l'avaient couvert pendant des années. David a également découvert des informations financières intéressantes. Rick empruntait de l'argent à divers membres de la famille depuis des mois, notamment un prêt de $5000 de mes parents et de $2000 d'Allison. Il était en retard de loyer, avait épuisé ses cartes de crédit et risquait d'être expulsé. David a également découvert la tendance d'Allison aux visites fréquentes au casino grâce à ses publications sur les réseaux sociaux et aux relevés de cartes de crédit qui montraient des retraits constants aux guichets automatiques du casino. Vous vous souvenez comment elle avait déposé les jumeaux pour un rendez-vous d'urgence chez le dentiste ce jour-là? David a trouvé ses publications sur les réseaux sociaux la montrant au casino cet après-midi-là, y compris des photos qu'elle avait publiées sur son story Instagram. Elle avait menti à propos du rendez-vous chez le dentiste, avait confié ses enfants à nos parents, puis s'était jointe à la croisade familiale contre moi tout en sachant qu'elle était en partie responsable du fait que Ruby se retrouve seule avec Rick en premier lieu. Armé de ces informations, j'ai élaboré mon plan de justice. Mais d'abord,
je devais faire face à la menace immédiate pour la sécurité de Ruby sous ma garde. Nolan, le père biologique de Ruby, avait effectivement été contacté par Allison et menaçait maintenant de demander une garde d'urgence en se basant sur les affirmations d'Allison selon lesquelles j'étais mentalement instable et avais appris à Ruby à faire de fausses allégations de maltraitance. J'ai immédiatement contacté une avocate spécialisée en droit de la famille, Margaret Thompson, qui était spécialisée dans les affaires de garde impliquant des allégations de maltraitance. Margaret était une ancienne procureure qui avait traité des dizaines d'affaires impliquant des abus sexuels sur enfants, et elle comprenait les tactiques que les agresseurs et leurs complices utilisaient souvent pour discréditer les victimes. C'est en fait plus courant que vous ne le pensez, a expliqué Margaret lors de notre première rencontre. Lorsqu'un enfant révèle des abus, il n'est pas rare que les partisans de l'agresseur s'en prennent à la crédibilité du parent protecteur. Ils savent que s'ils peuvent vous faire paraître instable ou vindicative, cela jette le doute sur le témoignage de votre fille. Margaret m'a aidé à compiler une réponse complète à la menace de garde de Nolan. Nous avons rassemblé des documents attestant de son absence totale de la vie de Ruby, de son défaut de paiement de la pension alimentaire et de son absence de toute relation établie avec elle. Plus important encore, nous avons documenté la campagne de harcèlement coordonné de la famille et la façon dont elle était spécifiquement conçue pour soutenir leur défense d'un agresseur d'enfants désormais reconnu coupable. Tout juge qui examine ces preuves verra que l'intérêt soudain de Nolan pour la garde coïncide de manière suspecte avec son contact avec les membres de votre famille, a noté Margaret. Ce n'est clairement pas motivé par une véritable préoccupation pour le bien-être de Ruby. La menace de garde n'a finalement abouti à rien. Après plusieurs semaines de manœuvres juridiques, l'avocat commis d'office de Nolan a jeté un coup d'œil aux preuves contre Rick, à la documentation de la campagne de harcèlement de la famille et à l'absence totale de Nolan de la vie de Ruby et lui a conseillé de retirer sa requête. Apparemment, être associé à une famille qui défendait publiquement un pédophile reconnu coupable n'était pas le genre d'affaire que l'avocat de Nolan voulait traiter. Mais faire face à une menace de garde m'avait montré quelque chose d'important, ma famille était disposée à utiliser Ruby comme une arme dans sa campagne pour protéger Rick. Ils étaient prêts à la traumatiser davantage en menaçant de l'enlever à la seule personne qu'elle ait jamais connue, le tout au service de leur programme. C'est alors que j'ai réalisé que les demi-mesures ne suffiraient pas. Ils nous avaient déclaré la guerre à Ruby et à moi. Il était temps de riposter avec tout ce que j'avais. Tout d'abord, j'ai attendu la conclusion du procès de Rick. 14 mois plus tard, les preuves contre lui étaient accablantes. Les photos sur son téléphone, le témoignage de Ruby rendu via un circuit fermé de télévision pour éviter de la traumatiser davantage, et la découverte de sa vaste collection de pornographie infantile ont constitué une affaire étanche. Au cours du procès, des détails encore plus troublants sont apparus sur le comportement de Rick. L'accusation a présenté des preuves que Rick avait préparé Ruby pendant des mois avant que les abus ne se produisent réellement. Il avait posé à mes parents des questions détaillées sur l'emploi du temps de Ruby, ses activités préférées et sa personnalité. Il s'était positionné comme le tonton amusant et qui lui apportait des friandises spéciales et lui accordait une attention particulière lors des réunions de famille. Le docteur Martinez a témoigné de la manipulation psychologique sophistiquée que Rick avait utilisée sur Ruby, expliquant comment les prédateurs passent souvent des mois à établir la confiance et à briser les limites naturelles d'un enfant avant de passer aux violences physiques. L'accusé n'a pas seulement abusé de cet enfant à une occasion, a déclaré le procureur lors des plaidoiries finales. Il a mené une campagne calculée de préparation et de manipulation conçue pour assurer son silence et sa coopération. Il ne s'agissait pas d'un moment d'égarement, il s'agissait d'un comportement prédateur de la part d'une personne qui a spécifiquement ciblé un enfant vulnérable. Rick a été condamné à 12 ans de prison, avec inscription à vie en tant que délinquant sexuel. Mais le moment le plus choquant du procès est survenu lorsque l'avocat de la défense de Rick a tenté de faire valoir que le soutien de la famille prouvait son innocence. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré l'avocat de la défense, vous avez entendu le témoignage de la façon dont la propre famille de M. Whitman le soutient, son frère et sa belle-sœur, sa nièce, sa famille élargie. Ils croient tous en son innocence. Une famille entière soutiendrait-elle vraiment quelqu'un qu'elle croyait vraiment capable de maltraitance infantile ? La réponse du procureur a été dévastatrice. La question n'est pas de savoir si la famille de M. Whitman croit en son innocence, la question est de savoir si leur croyance est basée sur des preuves ou sur leur propre désir d'éviter d'affronter une vérité inconfortable. Parfois, les familles protègent les agresseurs parce que admettre la vérité briserait leur sens de la normalité et les obligerait à reconnaître leurs propres échecs à protéger les enfants. Tout au long du procès, ma famille a continué sa campagne contre moi. Ils ont assisté à chaque audience, assis du côté de Rick de la salle d'audience, me fixant ainsi que Ruby.
Allison a même tenté d'approcher Ruby pendant une pause jusqu'à ce que la sécurité du palais de justice intervienne. Le journal local a largement couvert le procès, et la couverture a clairement montré qu'il ne s'agissait pas seulement des crimes de Rick, il s'agissait d'une famille qui avait choisi de protéger un agresseur plutôt que de soutenir sa victime. Un article particulièrement dommageable comprenait des citations de plusieurs membres de la communauté qui avaient été témoins de la campagne de harcèlement de ma famille contre Ruby et moi. Le docteur Martinez a été cité discutant du traumatisme supplémentaire que le rejet familial cause souvent aux victimes de mauvais traitements, lorsque la divulgation d'abus d'un enfant est accueillie par l'incrédulité et l'hostilité de sa propre famille, cela aggrave le traumatisme initial. Ces victimisations secondaires peuvent être tout aussi dommageables que les mauvais traitements initiaux, car elles enseignent à l'enfant que dire la vérité entraîne punition et rejet. Mais maintenant, c'était mon tour. J'ai commencé avec les réseaux sociaux. Vous vous souvenez du message Facebook où Allison m'a traité d'hystérique et m'a accusé de détruire un homme innocent? Je l'ai partagé publiquement, ainsi que des captures d'écran de tous les commentaires de soutien des membres de la famille. Puis j'ai ajouté mon propre commentaire avec des liens vers des articles de presse concernant la condamnation de Rick, sa peine et les accusations de pornographie infantile. Cet homme innocent vient d'être condamné à 12 ans de prison pour abus sexuels sur enfants et possession de pornographie infantile, ai-je écrit. Ce sont les membres de la famille qui ont essayé de me faire pression pour que je renonce aux accusations contre l'agresseur de ma fille. Réfléchissez Y. Le message est devenu viral dans notre petite communauté. En quelques heures, il avait été partagé des centaines de fois, et la section des commentaires était remplie de personnes exprimant leur indignation face au comportement de ma famille. Allison a essayé de supprimer son message original, mais les captures d'écran vivent pour toujours. Mais je ne faisais que commencer. Ensuite, j'ai contacté les anciens employeurs de Rick. En utilisant les informations que David avait découvertes, j'ai contacté les services des ressources humaines des 2 entreprises où Rick avait été renvoyé. J'ai partagé des articles de presse concernant sa condamnation et j'ai demandé s'ils avaient correctement signalé son comportement inapproprié aux autorités lorsque cela s'est produit. Il s'est avéré qu'ils ne l'avaient pas fait. Les 2 entreprises l'avaient simplement laissé démissionner discrètement, plutôt que de gérer la responsabilité potentielle d'une enquête sur le harcèlement sexuel. Maintenant, avec la condamnation de Rick qui fait l'actualité locale, les 2 entreprises étaient confrontées à un examen minutieux de leur gestion de sa mauvaise conduite antérieure. J'ai également contacté l'église où la plainte avait été déposée. Le pasteur qui avait géré cela en interne était toujours là, et lorsque les nouvelles locales ont repris l'histoire de la façon dont les institutions religieuses permettent parfois aux prédateurs en évitant les forces de l'ordre, sa congrégation n'a pas été satisfaite. Puis j'ai concentré mon attention sur Allison. J'ai compilé ces informations et, après avoir consulté mon avocat, j'ai déposé une plainte officielle auprès des services de protection de l'enfance concernant la tendance d'Allison à négliger ses enfants pour jouer, y compris la façon dont ses mensonges avaient contribué au mauvais traitement de Ruby. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête qui a duré 3 mois. Bien qu'il n'ait finalement pas retiré Mason et Madison de la garde d'Allison, Allison a été tenue d'assister à des cours de parentalité et de se soumettre à des visites à domicile périodiques. L'enquête est devenue une question de document public dans notre communauté. Mais mon coup de maître restait à venir. Mes parents avaient passé des mois à dire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre que j'étais une mère célibataire instable qui avait fabriqué des allégations d'abus pour attirer l'attention. Ils s'étaient dépeints comme les grands-parents rationnels et attentionnés déchirés par les mensonges vindicatifs de leur fille. Alors je leur ai envoyé une lettre certifiée livrée à leur domicile, avec des copies envoyées à chaque membre de la famille qui avait fait pression sur moi pour que je retire les accusations. La lettre était approfondie et rédigée de manière professionnelle. Elle détaillait chaque appel téléphonique, chaque message texte, chaque tentative de me faire pression pour que je retire les accusations contre l'agresseur de ma fille. Elle comprenait des horodatages, des citations directes et le contexte de chaque interaction. Mais le véritable coup de pouce était le dernier paragraphe. Vous avez passé les 8 derniers mois à affirmer publiquement que j'ai fabriqué des allégations d'abus sexuels contre l'oncle Rick pour attirer l'attention. Rick a maintenant été reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison avec des accusations supplémentaires liées à la pornographie infantile. Votre soutien continu à un agresseur d'enfants reconnu coupable et votre campagne visant à discréditer sa victime ont été documentés en détail. Cette lettre sert d'avis que toute autre déclaration publique remettant en question les mauvais traitements de ma fille, mon aptitude en tant que parent ou la validité de la condamnation de Rick sera considérée comme diffamation et harcèlement et fera l'objet de mesures judiciaires appropriées. J'ai envoyé des copies à leur église, à leurs voisins, à leur ligue de bowling et à leur club de bridge.
Je voulais que tout le monde dans leur cercle social comprenne exactement qui ils avaient défendu et ce qu'ils nous avaient fait subir à Ruby et à moi. La réponse a été rapide et décisive. On a discrètement demandé à mes parents de démissionner de leur poste de bénévole à l'église. Plusieurs de leurs amis de longue date ont cessé de les fréquenter. Mon père a été prié de quitter son poste au conseil d'administration du centre communautaire local. Pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, ils ont été confrontés aux véritables conséquences de leurs actes. Mais je n'avais pas fini. Les membres de la famille élargie qui s'étaient joints à la campagne contre moi ont également reçu leurs propres lettres personnalisées, chacune détaillant leur rôle spécifique dans la pression qu'ils ont exercée sur moi pour que je retire les accusations contre un homme qui était désormais un délinquant sexuel reconnu coupable d'abus d'enfants. J'ai envoyé des copies à leurs employeurs, à leurs églises, à leurs clubs sociaux et à leurs quartiers. Le cousin Mike, qui m'avait traité de salope vindicative pour avoir ruiné la vie de Rick, a constaté que le service des ressources humaines de son employeur s'opposait aux employés qui soutenaient publiquement des agresseurs d'enfants reconnus coupables. Lors de son prochain bilan de performance, ses déclarations publiques sur les réseaux sociaux sont devenues partie intégrante de la discussion sur son jugement et son professionnalisme. Tante Suzanne, qui avait organisé une réunion de famille pour me convaincre de faire ce qu'il faut et d'abandonner les accusations, a découvert que son poste de bénévole à l'école primaire locale n'avait pas été discrètement renouvelé. Les districts scolaires préfèrent les bénévoles sans association publique avec des agresseurs d'enfants reconnus coupables. Un par un, ils ont tous été confrontés à des conséquences professionnelles et sociales pour leur décision de donner la priorité à la protection de Rick plutôt qu'à la protection de Ruby. La dernière pièce de ma vengeance a été la plus satisfaisante. 8 mois après la condamnation de Rick, j'ai reçu un appel du détective Rodriguez. Rick faisait face à des accusations fédérales supplémentaires liées à la pornographie infantile trouvée sur ses appareils, et les procureurs construisaient une affaire plus vaste concernant ses activités. Il affirme qu'il a des informations sur d'autres membres de la famille qui étaient au courant de son comportement, m'a dit le détective Rodriguez. Il dit que vos parents et votre sœur savaient qu'il avait des intérêts inappropriés pour les enfants, mais ne l'ont jamais signalé. Cela a conduit à une nouvelle enquête, cette fois centrée sur la question de savoir si les membres de ma famille avaient omis de signaler des cas présumés de mauvais traitements sur enfants dont ils avaient connaissance. Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait finalement été retenue contre eux, l'enquête est devenue un document public, consolidant davantage leur réputation dans la communauté. L'enquête a également révélé que Rick avait séjourné fréquemment chez mes parents au cours des mois précédant les mauvais traitements de Ruby. Bien que les enquêteurs n'aient pas trouvé de preuves que Rick avait utilisé leur ordinateur pour des téléchargements illégaux, l'association avec ces crimes a suffi à ternir leur réputation dans notre communauté. Mes parents ont été contraints d'engager un avocat et ont été interrogés sur leur connaissance du comportement de Rick. Bien qu'il n'ait pas été accusé au pénal, l'enquête a clairement montré à tous dans notre communauté qu'ils avaient fourni une base d'accueil à quelqu'un qui a ensuite été reconnu coupable d'abus d'enfants. Aujourd'hui, 18 mois plus tard, Ruby va bien. Elle suit une thérapie de façon constante, et bien qu'elle ait encore des jours difficiles, elle guérit. Elle est redevenue la petite fille vive, bavarde et affectueuse qu'elle était avant que Rick ne lui fasse du mal. Nous avons emménagé dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville pour prendre un nouveau départ, et elle s'épanouit dans sa nouvelle école. Quant à ma famille, elle a été effectivement ostracisée de la communauté qu'elle appelait autrefois la maison. Mes parents ont dû changer d'église après que leur congrégation ait clairement fait savoir qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Allison a déménagé dans 2 villes après avoir perdu son emploi lorsque son problème de jeu et son rôle dans les mauvais traitements de Ruby sont devenus largement connus. Plusieurs autres membres de la famille ont également déménagé ou se sont retirés des activités communautaires en raison de la honte et des conséquences sociales de leurs actes. Aucun d'eux ne s'est excusé, pas une seule fois. Ils maintiennent toujours que Rick a été en quelque sorte condamné à tort, malgré les preuves accablantes contre lui. Ils me blâment toujours d'avoir déchiré la famille au lieu de reconnaître leur rôle dans la protection d'un prédateur. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris que la famille ne se limite pas aux liens du sang, il s'agit des personnes qui se présentent pour vous lorsque les choses se corsent, qui donnent la priorité à votre sécurité et à votre bien-être, qui vous croient lorsque vous dites votre vérité. Ma vraie famille se compose maintenant de Ruby, de mes collègues qui m'ont soutenu tout au long de ce cauchemar, des voisins qui se sont assurés que nous allions bien pendant le procès, des professeurs. RS de Ruby qui se sont surpassés pour l'aider à se sentir en sécurité à l'école, et de notre thérapeute qui nous a guidés tous les deux tout au long du processus de guérison. J'ai eu la promotion au travail, d'ailleurs. Il s'avère que défendre votre enfant contre une pression familiale écrasante démontre exactement le type de leadership et d'intégrité que mon entreprise valorise.
Ruby et moi sommes en sécurité financière, en bonne santé émotionnelle et entourés de personnes qui se soucient sincèrement de nous. Pendant ce temps, Rick est assis dans une cellule de prison où il a sa place, et les membres de la famille qui l'ont soutenu sont confrontés aux conséquences continues de leur choix. Ils ont fait leur lit lorsqu'ils ont décidé que protéger un prédateur était plus important que de protéger un enfant. Maintenant, ils doivent s'y coucher. Édition, beaucoup de gens ont posé des questions sur les coûts de l'enquêteur privé. David m'a facturé $3000 au total sur 6 mois, que j'ai payé avec mes économies d'urgence. De plus, pour ceux qui posent des questions sur les frais de justice, le bureau du procureur a géré l'affaire pénale de Rick, je n'ai donc pas eu besoin d'engager un avocat pénaliste. J'ai eu besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille pour la menace de garde, ce qui a coûté environ $2000. En plus de cela, oui, j'ai conservé chaque document, chaque texto, chaque message vocal, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque courriel. J'ai un classeur entier dédié à cette affaire. Mon conseil à toute personne se trouvant dans une situation similaire, documentez tout. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de preuves du comportement de quelqu'un. Troisièmement, pour ceux qui posent des questions sur le rétablissement de Ruby, elle va incroyablement bien. Les enfants sont plus résilients que nous ne le pensons. Elle sait que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute, qu'elle a été courageuse de dire la vérité et qu'elle est en sécurité maintenant. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est une petite fille heureuse et en bonne santé qui aime l'école, ses amis et notre vie tranquille ensemble. Édition finale, j'ai reçu plusieurs messages privés de personnes partageant leurs propres expériences avec des membres de leur famille qui ont soutenu ou couvert des abus. À tous ceux qui lisent ceci et qui se trouvent dans une situation similaire, faites confiance à votre instinct, protégez vos enfants, documentez tout et ne laissez personne vous convaincre que garder la famille unie est plus important que de protéger votre enfant. La sécurité et le bien-être de votre enfant doivent toujours passer en premier, quoi qu'en dise qui que ce soit.